Depuis plusieurs mois, les tensions entre la France et l'Algérie sont au plus haut. Une illustration de la crise globale que traverse Alger ces dernières années, entre affaiblissement sur la scène diplomatique, difficultés économiques et contestation du pouvoir en place. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez L'Algérie d'aujourd'hui, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 2, le déclin d'un leader diplomatique. Chers auditeurs, normalement vous connaissez le G7, ce groupe de 7 pays parmi les plus puissants du monde, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Pour rivaliser et peser face à ce septuor, certains pays ont décidé de s'allier en 2009 et eux aussi, vous connaissez certainement leur nom, les BRICS. Ils réunissent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le groupe s'est élargi en 2023, devenant les BRICS+. Ils sont désormais 10 avec l'Iran, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Indonésie et l'Éthiopie. Si je vous en parle, c'est parce que l'Algérie s'était vue rejoindre, elle aussi, l'organisation. Mais en août 2023, au sommet de Johannesburg, Alger n'est finalement pas invité à rejoindre ce cercle. On reproche au pays de ne pas avoir une économie assez diversifiée et de trop dépendre des hydrocarbures. Pourtant en bonne position pour l'intégration, le dossier algérien est retiré à la dernière minute. Un camouflet qui illustre l'isolement de l'Algérie sur la scène diplomatique. Au niveau local comme international, son poids décline petit à petit. Pour la grande enquête de l'Express sur les défis de l'Algérie, Charlotte Lalanne, journaliste au service Monde, s'est intéressée au volet géopolitique. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte, on parle peu de l'Algérie comme un acteur diplomatique de premier plan, et pourtant c'est un enjeu majeur pour le pays. Oui, vous l'avez longuement détaillé hier. On parle beaucoup de l'Algérie pour évoquer donc la crise diplomatique en cours avec la France. Mais en fait, cette escalade inédite entre Paris et Alger, elle montre aussi la nervosité du régime algérien. On a une Algérie qui semble de plus en plus seule au monde, à la fois dans son environnement proche et plus largement en Afrique et au Moyen-Orient. Et dans ce contexte, le pouvoir, bien sûr, cherche à remobiliser sa population, mais aussi sa diaspora en France, à travers un classique, une surenchère nationaliste, dont quand même les résultats demeurent très incertains pour le moment. Et c'est ce qu'on va regarder dans cet épisode. Je te propose qu'on prenne une carte pour comprendre qui sont les alliés diplomatiques de l'Algérie, quelles relations elle entretient avec ses voisins. On va commencer par une carte du Maghreb. Hier, on a évoqué un sujet majeur dans la dégradation de la relation franco-algérienne, le Maroc. L'été dernier, on le rappelle, Emmanuel Macron a pris position pour Rabat dans le sujet du Sahara occidental. Pour la France, le présent et l'avenir de ce territoire s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. On rappelle que le Sahara occidental, c'est cette ancienne colonie espagnole, une étendue désertique de plus de 260 000 km² située au sud du Maroc, qui est donc revendiquée à la fois par Rabat, mais aussi par le Front Polisario, qui est un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie, et qui tient quand même 20% du territoire. Et pour être totalement complet, on rappelle que cet espace, le Sahara occidental, l'ONU le considère toujours aujourd'hui comme territoire non autonome. On a donc là un point chaud depuis des années, mais un regain de tension quand même depuis décembre 2020, déclenché par un certain Donald Trump. À l'époque, il termine donc son premier mandat de président des États-Unis. Que fait-il sur ce dossier du Sahara occidental ? Eh bien, un petit cadeau de départ. Donc, le 10 décembre 2020, il signe une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Mais c'est comme tout avec Donald Trump, le deal est assorti d'une contrepartie. Et donc, en échange, Rabat s'engage à normaliser ses relations avec Israël. 2 ans plus tard, Madrid va lui emboîter le pas. L'Espagne, qui était pourtant resté neutre jusqu'alors, va déclarer que le plan marocain d'autonomie pour le territoire du Sahara occidental est la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend. Et la France, là, va se retrouver un petit peu, si l'on peut dire, à la traîne, en tout cas aux yeux du Maroc, puisque jusqu'à présent, elle affirmait que ce plan marocain était une base de discussion sérieuse, mais pas la seule. Finalement, en 2024, Emmanuel Macron prend à son tour le parti du
Maroc aux grandes dames d'Alger. Pour comprendre cette opposition entre les deux voisins, j'ai fait appel à Pierre Vermeyren, historien et professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste du Maghreb. L'Algérie, dans un contexte de guerre froide où le progressisme et l'anti-impérialisme étaient les valeurs dominantes à l'échelle du tiers-monde et de l'Afrique, eh bien, il était évidemment en position de grande force, s'ajoutant à cela évidemment son prestige d'avoir vaincu la France. Donc l'Algérie apparaissait comme le patron du Maghreb. Elle est dans une position dominante, incontestablement. Vous aviez d'un côté un pays qui était une des capitales du tiers-monde, et puis de l'autre, le Maroc, marginalisé parce qu'il avait perdu son Sahara, et en revanche, qui avait un positionnement et un alignement pro-occidental. Et il faut attendre la fin des années 80, c'est-à-dire la fin de la guerre que le Maroc et l'Algérie, via le Front Polisario, se sont livrés pour le Sahara, pour qu'en 1989, lors d'une conférence à Marrakech, soit proclamée l'Union du Maghreb arabe, c'est-à-dire une organisation régionale capable de discuter d'une seule voix avec la communauté européenne à l'époque. Sauf que, évidemment, les deux pays étant en rivalité complète, non seulement au Sahara, mais surtout pour la prééminence au sein du Maghreb, eh bien, cette UMA est restée une coquille vide et n'a jamais servi, je dirais, presque à rien, si ce n'est à faire vivre cette idée d'une union du Maghreb, mais dans les faits, il n'y a pas eu de mise en commun de rien du tout. Charlotte, aujourd'hui, l'opposition entre les deux pays est toujours aussi forte. Oui, le Maroc joue à fond, d'ailleurs, la division entre la France et l'Algérie. Entre les deux voisins, la frontière est fermée depuis plus de 30 ans. Les relations diplomatiques sont rompues depuis août 2021. Des tensions fortes, mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à un conflit ouvert ? Alors, c'est toute la question. Je peux te donner un exemple. En novembre dernier, le Front Polisario tire une roquette à Al-Marbès, c'est une commune rurale du Sahara occidental sous le contrôle du Maroc. À quelques centaines de mètres de là, il y avait un rassemblement sahraoui pro-marocain. Cette fois-là, pas de victimes, mais on peut imaginer un scénario où le Polisario commet une erreur, par exemple, et la roquette tombe sur le rassemblement, et là, tue 10, 20 personnes. On imagine bien que dans un tel scénario, le Maroc ne peut pas se contenter de rien faire, doit réagir, et là, on voit bien comment on peut rapidement arriver à une escalade. Et est-ce que les deux pays se préparent à un tel scénario ? Ouais, alors le Maroc comme l'Algérie renforcent ces dernières années leur arsenal militaire. Côté marocain, fin 2021, le Maroc se dote d'un système anti-drone israélien, Skylock Dome, d'une série de drones aussi. Et puis dans la foulée, nouvel achat d'un autre système israélien capable d'abattre des missiles et des drones. Et enfin en 2023, Rabat qui se tourne cette fois vers les États-Unis pour acheter notamment 18 lance-roquettes multiples HIMARS. De l'autre côté de la frontière, l'Algérie elle aussi s'arme. En novembre 2022, le Parlement algérien a quand même doublé le budget militaire pour l'année suivante à 23 milliards de dollars. C'est la première dépense du pays, c'est absolument colossal. Et l'Algérie, elle aussi, achète du matériel militaire à tour de bras, plutôt à son principal partenaire en la matière qui est la Russie. Donc on a des bombardiers, des chasseurs, des systèmes de défense aérienne. Et puis l'Algérie se tourne aussi vers la Turquie et la Chine, notamment pour l'achat de drones. On va pouvoir changer de carte, Charlotte. Regardons maintenant celle de l'Afrique. Quel est l'état des relations de l'Algérie avec les pays du continent ? Si on regarde l'environnement le plus proche de l'Algérie, au sud, l'Algérie partage quand même sa frontière avec le Mali et le Niger, deux États sahéliens avec lesquels elle a entretenu plutôt de bonnes relations, jusqu'à l'arrivée, à partir de 2020, dans ces deux pays de colonels putschistes. Et là, les relations commencent à se dégrader. L'Algérie est accusée d'être l'arrière-cour de groupes terroristes sévissant dans ces États sahéliens. Et puis, ces officiers souverainistes, ils en ont un peu assez de cette tutelle régionale algérienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un effet un peu miroir avec le Maroc, qui, au contraire, soigne ses relations avec les États sahéliens, le Niger, le Mali, le Tchad. Parmi les autres pays frontaliers de l'Algérie, il y a la Libye. Quelle est la situation entre les deux pays ? Depuis la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye est une source d'inquiétude permanente, d'ailleurs pas seulement pour l'Algérie. Début août, le fils de Khalifa Haftar, tu sais, c'est l'homme qui est considéré comme l'homme fort de l'Est libyen. Donc son fils Saddam Haftar a lancé une offensive dans les zones, cette fois de l'Ouest et du Sud,
près de la frontière avec l'Algérie et le Niger. Et là, ça a provoqué un regain de tensions diplomatiques entre l'Algérie et la Libye. Et plus généralement, la Libye, ça reste aujourd'hui un repère de milices aux frontières poreuses et donc évidemment une menace aux portes de l'Algérie. On peut enfin parler de la Tunisie, qui est aussi frontalière de l'Algérie, qui pour le coup est peut-être le dernier allié de l'Algérie dans la région, mais avec un statut particulier puisque c'est quasiment un État client de l'Algérie. C'est-à-dire un État client ? C'est-à-dire que la Tunisie est aujourd'hui un État failli qui est sous perfusion algérienne à coût de dizaines de millions de dollars de prêts régulièrement accordés par Alger à son voisin. L'Algérie dans une position difficile sur le plan régional. Je sors donc une dernière carte, une carte du monde, et vous allez l'entendre, les alliés d'Alger y sont peu visibles. Pour poursuivre cet épisode, j'ai demandé à Pierre Vermeyren une petite définition. Le mouvement des non-alignés a été créé à Belgrade au début des années 60, au lendemain de la guerre d'Algérie, dans le contexte de la naissance et de la montée en puissance du tiers-monde et à l'abri de la guerre froide et notamment avec de fortes tendances. Il n'était effectivement pas aligné, mais il était quand même, il intégrait des puissances socialistes, que ce soit la Chine, la Yougoslavie et d'autres. Disons qu'il penchait fortement vers le bloc de l'Est, mais sans être non plus aligné sur Moscou. Voilà. On appelle ça aujourd'hui le Sud global. Ça a changé de nom, mais c'est un peu la même enveloppe. Alors ça veut dire que c'est très hétérogène, bien sûr. Ce mouvement des non-alignés, l'Algérie en a justement été l'un des leaders. Dans les années 60, l'Algérie est un pays très prestigieux, aussi bien à l'est qu'au sud. C'est même le pays qui a le plus grand prestige au sud. C'est pour ça que la diplomatie dirigée par Bouteflika à partir de 63 est une diplomatie mondiale. D'abord parce que le FLN s'est tissé un réseau de relations considérables pendant la guerre d'Algérie, que ce soit avec les pays arabes, les pays de l'Est, la Chine, les pays socialistes, etc. Il a gagné sa guerre face à la plus grande puissance militaire européenne de l'OTAN, soutenue par les États-Unis. Donc, et c'est un pays qui met fin à la colonisation, en gros. Après 63, il reste plus rien. Il reste l'Afrique du Sud, mais c'est une situation très particulière. Il reste les colonies portugaises, mais elles ne sont pas très importantes. Et d'ailleurs, elles sont en guerre et soutenues par l'Algérie, au titre de justement du tiers-mondisme et du non-alignement. Voilà. Donc, à partir de là, si vous voulez, l'Algérie est dans une position de puissance internationale considérable. De fait, c'est un non-alignement parce qu'ils sont amis avec tout le monde. Ils sont amis avec la Chine et l'Union soviétique, ils sont amis avec la France, ils sont amis avec les États-Unis, et ils vivent de leur rente, non pas mémorielle, mais de leur rente combattante, puisque ils sont respectés partout, voilà, y compris par Cuba, puisque par les Vietnamiens qu'ils ont rejoints au panthéon des nations ayant vaincu une grande puissance coloniale occidentale, voilà. Et en plus, l'Algérie devient riche puisque les chocs pétroliers vont l'enrichir considérablement, et donc elle va avoir des moyens, elle va poursuivre l'assistance notamment à tous les pays qui sont en lutte contre l'impérialisme, à une époque où ce discours, bien sûr, de guerre froide est très très populaire dans le tiers-monde et dans l'ensemble d'une partie du monde. L'Algérie, leader d'un mouvement international, et pourtant, Charlotte, on l'a dit en introduction, le pays n'a pas été accepté dans le groupe des BRICS. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est la façon dont le président algérien a présenté les choses. Abdelmadjid Tebboune, qui a dit, je le cite, « L'Algérie ne souhaite pas intégrer un groupe où elle n'est pas désirée. Nous voulions adhérer pour des raisons bien définies, mais quand nous avons vu la tournure que prenait cette organisation, notre volonté a changé. » Donc on voit bien ce retournement un petit peu de situation, ou en tout cas dans la façon de présenter les choses. Toujours est-il que quand même pour l'Algérie, c'est un revers important et ce n'est pas le seul. Qu'est-ce que tu entends par là ? Si on prend la carte, c'est notre fameuse carte, on voit un allié important, la Syrie, de Bachar al-Assad, grand allié d'Alger dans le monde arabe, historiquement, depuis la guerre froide. Sauf qu'il ne t'aura pas échappé que la situation a un petit peu basculé en Syrie. En 12 jours seulement, le régime du clan Assad, au pouvoir depuis un demi-siècle, s'est effondré.
Bachar al-Assad a dirigé la Syrie d'une main de fer pendant 24 ans. En fuite, réfugié à Moscou, selon des agences de presse russes, le dictateur a été chassé du pouvoir par l'offensive spectaculaire d'une coalition de rebelles. Aujourd'hui, à l'exception de l'Algérie, toutes les grandes républiques socialistes arabes, que ce soit l'Égypte, la Syrie, la Libye ou l'Irak, sont tombées en réalité. Donc la Syrie n'est plus vraiment un soutien pour l'Algérie. Si on devait colorier sur notre carte du monde les alliés de l'Algérie, qui s'y trouverait ? Il reste l'Iran et puis la Russie, même si, attention, la Russie, qui est un partenaire historique de l'Algérie, notamment pour l'armement, eh bien les relations avec ce pays se sont un peu dégradées aussi cet été, depuis que l'Algérie a fait savoir qu'elle ne voyait pas d'un très bon œil la présence de Wagner au nord du Mali, donc à ses frontières. Ensuite, il reste quelques partenariats ponctuels quand même, notamment en Europe avec l'Italie, de Giorgia Meloni, qui se rapproche de l'Algérie, tout comme elle l'a fait avec la Tunisie, et exactement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire le contrôle des flux migratoires. Donc là, on a dressé quand même un tableau d'isolement croissant de l'Algérie, et bien ça joue en faveur du Maroc. Et pourquoi ça ? Le Maroc, lui, a des alliés très différents. C'est certainement, d'ailleurs, une des raisons du rapprochement de la France avec le Maroc, du choix d'Emmanuel Macron. L'idée de se dire que sur le plan stratégique, il y avait peut-être plus à gagner à se rapprocher de Rabat que d'Alger. En se réconciliant avec le Maroc, la France consolide ses relations avec les Saoudiens, les Émiratis, avec Israël, avec un État avec lequel c'est plutôt tendu avec la France ces derniers temps. Donc c'est un pari certainement d'Emmanuel Macron aussi. Charlotte, tu l'as dit, la décision d'Emmanuel Macron de soutenir le Maroc dans le dossier du Sahara occidental a été influencée par Donald Trump en 2020. Quelle relation l'Algérie entretient avec celui qui est le nouveau président américain ? C'est une très mauvaise nouvelle pour l'Algérie puisque l'administration Trump est plutôt pro-marocaine. Le secrétaire d'État américain, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, est sur cette ligne aussi. Donc pour l'Algérie, les voyants sont plutôt au rouge. Quand on regarde toutes ces cartes, Charlotte, la conclusion qui ressort, c'est que l'Algérie est finalement assez seule géopolitiquement. Oui, et peut-être plus que jamais d'ailleurs. Ce pays est passé d'un statut, aux yeux de certains, de phare du mouvement des non-alignés à une disparition progressive de la scène diplomatique. Évidemment, les années 90, la décennie noire de lutte contre le terrorisme, a marqué une étape importante dans cette disparition. Et puis en réalité, l'Algérie n'a jamais réellement réussi à retrouver sa place et aujourd'hui elle a presque un statut d'État paria. L'Algérie en difficulté sur la scène internationale, mais aussi sur le plan intérieur. Et c'est ce que tu viendras nous raconter demain dans le prochain épisode de cette série. À demain. Alors pour ne pas le rater, je vous encourage, chers auditeurs, à vous abonner à La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast, Spotify, Castbox ou Acast par exemple. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube dans l'onglet Podcast. Et si ce que vous venez d'écouter vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles et des commentaires. L'Algérie d'aujourd'hui est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.